Pendant un an, nous avons suivi 5 militaires pas tout à fait comme les autres. 5 hommes parmi les 160 qui composent le cercle très fermé du groupement commando parachutiste, les GCP. De l'Afghanistan à la Côte d'Ivoire, ces commandos peuvent être appelés à tout moment pour intervenir partout où la paix est menacée. Mission après mission, ils quittent leur famille près de 6 mois par an, souvent pour des opérations très dangereuses. Jean-Marie est commando para depuis 10 ans. Il a déjà 5 missions à l'étranger à son actif. Dans quelques semaines, il part pour l'Afghanistan. Il va laisser sa femme et ses enfants pendant 6 mois. Cet après-midi, exceptionnellement, il accompagne sa femme à la sortie de l'école pour la plus grande fierté de ses 2 garçons. T'as bien travaillé à l'école? Oui. Bien souvent, c'est leur maman qui vient les chercher. Donc, quand je viens, ils sont souvent très contents. Véronique, la femme de Jean-Marie, est hôtesse de l'air. Leur vie de famille est ponctuée de départs, de séparations et de retrouvailles. Le vendredi, en général, quand il est là, il le fait, j'ai pas besoin de lui demander parce que ça lui fait plaisir de le faire, quoi. Mais lui demander de venir en semaine, je sais très bien que c'est pas possible. Hein. C'est comme moi, quand je peux pas, je peux pas. Hein. C'est comme ça. Hein. Mais ils le savent. Hein. Le vendredi, c'est pour lui et les autres jours, c'est pour moi. Et quand il y a le papa, c'est différent. Quoi. C'est pas la même chose. Quoi. Puis là, en plus, il est entrayé, donc il y a le copain. Ils sont fiers? Oui, très. Ah ouais. Jean-Marie et sa famille vivent à la campagne, dans la région de Tarbes, tout près du régiment. Véronique veut continuer à exercer son métier d'hôtesse de l'air. Elle a réussi à organiser la vie de la famille lorsque son mari n'est pas là. Pour que ses fils comprennent bien ses absences, Jean-Marie leur raconte son métier depuis qu'ils sont tout petits. Je sais plus si c'est à lui ou à Dylan que j'ai expliqué la dernière fois. J'ai que papa il défendait la France si jamais il y avait un problème. C'est pour ça qu'on avait des armes, qu'on combattait les méchants. Donc souvent c'est lui qui me le rappelle lorsqu'il voit des images à la télé. Et pose la question si eux c'est les méchants ou pas. Voilà, donc nous les gentils, eux c'est les méchants. La ville on veut aller. Qu'est-ce que c'est cet avion là? C'est un avion de parachutiste militaire. Le fait que le militaire soit le seul à travailler, c'est un peu égoïste on va dire. Parce qu'il s'épanouit, il s'éclate, il fait sa petite mission, il rentre, il fait sa petite mission de 4 mois, il est content, il va faire ses 2 sauts de nuit et maman elle trime à la maison. À partir du moment où elle a décidé de travailler, moi j'ai tout fait pour que ça puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Justement, ce fait de partir m'oblige à penser à autre chose, justement à avoir un métier et à m'investir totalement moi dans mon métier et pas penser à ce qu'il fait lui dans le sien. Ben, tu demandes à papa, il va t'aider. Ouais, ce que nous, il n'y a pas de routine du tout. Hein. Parce que c'est un éternel changement, un éternel retour. Elle s'en va, j'arrive, je repars, elle est là. On se remet en question en permanence. On est obligé à chaque fois de se redire les choses. Il n'y a pas de routine chez nous. Il faut savoir, c'est que la cuisine, je déteste ça. Je ne sais pas la faire. Donc, pour l'aider un minimum, je mets la table, je débarrasse. Et de temps en temps, je passe le bain. Voilà, parce que la cuisine, c'est pas mon truc. Il a raison. C'est pas son truc du tout, mais pas du tout. Le truc de Jean-Marie, c'est son métier de commando parachutiste. Il fait partie de l'élite des parachutistes français et quand il n'est pas en mission, il s'entraîne quotidiennement. Ce matin encore, Jean-Marie et ses équipiers quittent le régiment pour une journée de saut. Jean-Marie retrouve Ludovic. Les 2 hommes se connaissent bien. Dans quelques semaines, ils feront équipe ensemble en Afghanistan. Alors on est parti pour une séance de saut traditionnelle, SMPS. Donc en fait c'est une séance de saut militaire dans un cadre civil. Pour nous, du peloton commando, ça nous permet de prendre un peu d'aisance en chute, hein, notamment tout ce qui est vol relatif, free fly, ce genre de choses. Et ensuite, on peut aussi travailler la précision d'atterrissage. Là, on est parti pour 6 sauts cet après-midi, du moins 6 sauts aujourd'hui. Bah après, on dort bien la nuit. Jean-Marie et Ludovic, qui vont sauter en duo, vérifient mutuellement la sécurité de leur matériel. La double vérification, une règle de base chez les parachutistes. Il faut lui faire confiance, là, une fois de plus, sur la vérif. Bah, tu fais quoi, là? C'est bon, il était mal bité. T'as été vérifié, toi?
Ouais, c'est bon. Ok. Et on fait même programme. Ouais. En revanche, si on a terminé ton programme. Tonique. Si on a terminé ton programme, je fais moi le programme. Là, il n'y a pas de contact. On se jette dans le vide. C'est. Vous pouvez faire le grand 8 dans n'importe quel parc d'attraction du monde, vous n'aurez pas la même sensation. C'est naturel quand même de sauter d'ogre. 3005, c'est honnête. On a fait pire. Ah, c'est en place. C'est en répétant des centaines de fois des sauts comme celui-ci que les commandos sont parfaitement à l'aise en mission. Un savoir-faire indispensable à leur sécurité. Ce matin, le saut et l'atterrissage de Jean-Marie sont parfaits. Mais pour Ludovic, en revanche, malgré ce bon atterrissage, le saut s'est mal passé. Son parachute ne s'est pas ouvert normalement, il s'est mis, comme on dit, en vrac. Ludovic a eu très peur. Ah ouais, un truc de fou. Ouais. J'ai vu le vrac, je me suis retourné, j'ai dit ok, c'est bon. Nickel. Et qu'est-ce qu'il y avait alors? Bah, je sais pas, elle s'est claquée vers l'avant, je l'ai eu carrément devant les pieds. Et puis même, elle Elle s'est est repartie vers l'arrière, elle s'est refermée à l'arrière. Je repartais en chute. Ouais, j'ai vu, j'ai fait. On n'est pas fiers, hein, parce que là j'en rigole, parce que je suis ici. Mais ne faut pas trop le malin quand on commence à voir la voile qui commence à dégénérer de partout. Je tirais une commande, ça répondait pas, je retirais et c'est reparti normalement. C'est quand même un sport dangereux, avec des sacrés risques. Si on oublie de faire une mesure de sécurité lors d'une mauvaise ouverture, on n'a pas le droit à la faute. Après, c'est la mort assurée, quoi. Donc forcément, il y a cette petite adrénaline qui persiste tout le temps. Autre phase importante de l'entraînement du groupement commando parachutiste, les sauts opérationnels, des sauts dans les conditions du réel. Les GCP, un corps d'élite de l'armée française, 160 hommes seulement capables de sauter n'importe où et dans n'importe quelle condition. Ces hommes sont en alerte 24 heures sur 24. Ils peuvent être envoyés à tout moment dans les pays où la France intervient. Ils sont les premiers sur les lieux du conflit. À leur tête, le lieutenant-colonel Lionel Père, le patron des GCP. Donc là, vous me rassemblez tout le monde. Vous pouvez vous asseoir par terre. Je crois que Valin, tu as un film à présenter, c'est ça? Le GCP n'est pas un parachutiste comme les autres. C'est un chuteur opérationnel. Il saute avec un équipement de plus de 80 kg. Parachute, voile de secours, armement, nourriture. Une fois sur le terrain, il doit être totalement autonome. Avant chaque départ en mission, l'entraînement s'intensifie. C'est une période un petit peu assimilable aux sportifs de haut niveau qui se préparent pour un record, pour quelque chose. Et le fait de s'être bien préparé, ça permet de passer ce cap-là. On a besoin d'avoir confiance, de se connaître tous, de savoir qu'à tout moment on peut compter sur son camarade, qui que ce soit. Et c'est ça qui fait la force du groupement commando parachutiste. Après quelques secondes de chute libre, le GCP ouvre un premier petit parachute qui lui permet de se stabiliser dans l'air. Un moment délicat. Avec son matériel, il pèse en effet plus de 160 kg. Sans le stabilisateur, sa chute pourrait dépasser les 250 km/h. Une fois stabilisé, la chute se poursuit jusqu'à l'ouverture du parachute principal. Chaque saut est un saut difficile. On a eu l'occasion de le voir même ici cette semaine à l'entraînement où j'ai un de mes équipiers, mon leader, qui a eu le pied qui s'est pris dans son RSE. Et s'il n'avait pas eu la bonne réaction, je pense qu'on aurait perdu un équipier ce jour-là. Donc
L'équipier en question, c'est Frank Steyer, adjudant-chef, 16 ans de carrière, une légende chez les GCP. Malgré son expérience, il vient de risquer sa vie. Pendant 1200 mètres en chute libre, il a dû batailler pour libérer son parachute, dont la sangle était coincée dans une boucle. 25 longues secondes de stress. Si on analyse bien, si j'analyse bien, j'en ai parlé avec ma femme au téléphone hier soir, sans trop lui en dire, parce que bon, c'est toujours pareil, mais je pense que si j'avais pas eu l'expérience hier, j'allais au tas, quoi. L'accident de Franck a mobilisé l'esprit de tous les GCP. Mais malgré le risque, dès le lendemain, tout le monde est à l'entraînement pour reprendre les sauts. Dans l'équipe, il y a aussi Hugues Boningue. Ce jeune lieutenant doit partir dans quelques semaines pour sa toute première mission. Il est GCP depuis 2 ans seulement. Nous, c'est une semaine de saut intensif en vue de se préparer pour la Côte d'Ivoire. Et pendant cette semaine, Hugues va passer ses journées et ses nuits à sauter de cet avion un peu particulier, le Skyvan. Il a la forme en fait d'un bus, hein. Il porte bien son nom, un Skyvan. La tranche arrière, elle est étroite hein, pour des gabarits comme les miens, mais bon, elle va bien. Et ensuite, vous voyez, il y a le strict nécessaire. Et pour pouvoir s'asseoir et ensuite quitter l'avion dans les meilleures conditions. Hein. De toute façon, nous, le but c'est de sortir de cet avion, c'est de pas d'y rester. Hein. Voilà. Dès que l'avion décolle, il n'y a plus de consignes. Chacun maintenant se concentre sur sa sortie. Une bonne sortie, c'est 50% du saut assuré. En opération, ces parachutistes d'élite, comme Hugues, sont largués au-dessus de territoires en guerre. Ils sautent à une altitude de 4000 à 8000 mètres, très haut, pour que l'avion ne soit pas repérable au bruit. Les commandos paras sont capables de sauter de nuit, sous oxygène, avec boussole et GPS. Ils dérivent lentement sous leur voile et peuvent parcourir ainsi jusqu'à 50 km pour se poser sur un point précis. Leur descente dure entre 30 et 40 minutes. Bonjour, entrez. Hugues est marié à Claire, une jeune Hollandaise. Leur petite fille Lise a 8 mois. Le couple vit à Carcassonne, tout près du régiment. Dans 6 semaines, Hugues part pour la Côte d'Ivoire. Ce sera la première longue séparation dans la famille, plus de 4 mois. On va voir si après elle a encore envie. On aime bien manger dans la famille. Donc elle, en plus, elle adore manger. Quand Hugues reviendra, sa fille aura plus d'1 an. Hugues, il a eu la chance que je suis tombée amoureux de lui avant d'être militaire. Et j'étais bien engagée dans le sens où, voilà, maintenant il faisait partie de ma vie et il a choisi de s'engager. Il aime ce qu'il fait, donc à partir de ce moment-là, je fais avec. Et puis, de toute façon, je vais pas bloquer la porte pour qu'il peut pas partir. Il est clair, hein, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être. Mais je suis conscient que j'ai derrière moi une famille, une petite fille, une femme. Mais si je veux faire correctement mon boulot, il faut que le jour J, je fasse abstraction de ça. J'ai pas envie de faire durer le départ trop longtemps non plus. Je pense que je vais le déposer au régiment, qu'on va s'embrasser et puis que je vais repartir dans la foulée. C'est pas le lundi à 18h qu'on va réellement se dire au revoir. On a déjà commencé. Est-ce qu'elles vont s'en sortir sans moi? Est-ce qu'elle va pouvoir gérer la vie en France sans moi? Claire ne travaille pas. Pour elle aussi, cette séparation est une première qu'elle appréhende. C'est un peu angoissant, se dire bon, on va être seul pendant 4 mois. Mais comme lui, il veut paraître rassurant de notre partie, moi aussi, je veux paraître zen à ce niveau-là aussi. Quelques jours plus tard, Claire et Hugues sont à Paris pour Noël, chez les parents de Hugues. Ils profitent de ces derniers moments ensemble. Hugues entraîne sa femme au rayon des baskets.
il adore les chaussures. L'armée, c'est un investissement dans les chaussures de basket. Et donc il en change tous les 4 mois. Ne dis pas que tu m'as déjà fait un cadeau de Noël, là. Hein? Bah, non, pas encore. Je suis froid ou je suis chaud sur mon cadeau de Noël? Le jeune couple a décidé de passer un Noël comme tout le monde, en famille. Le père de Hugues est général 2 étoiles. Il est fier que son fils ait intégré le corps d'élite des GCP. Avant le départ de Hugues, le père et le fils discutent de cette première mission, loin de France. Moi, quand j'ai été lieutenant, quand un général me donnait des conseils, je les écoutais pas vraiment parce que je considérais que c'était un vieux con. Donc, je ne lui donne pas trop de conseils, d'autant qu'il est dans une unité très professionnelle. J'ai pas vraiment de conseils à lui donner. Les conseils, ils pleuvent. Il pleut. Les conseils, alors ce sont des conseils, en fait, des conseils qui sont à mon avis plus celui d'un père à son fils que celui d'un général à un lieutenant. Mais ils pleuvent. Je peux pas donner un conseil hormis de dire que il est dans l'armée française comme moi et qu'à ce titre, il doit se comporter comme un militaire français et pas se mettre au même niveau des gens qu'on est amené à combattre et qui ne défendent pas les mêmes valeurs. Madame Boningue est la mère de Hugues, l'épouse du général. Pendant plus de 25 ans, elle a connu les longues séparations, l'inquiétude pour son mari. Mais cette fois, dans quelques semaines, c'est son fils qui part pour la première fois. Elle sait ce que Claire va endurer. Elle se pose pas de questions par rapport au travail de son mari. Vous savez, en plus, le métier de militaire, si on commence à avoir des états d'âme et à se poser des questions sur ce qu'ils font, où ils vont, quand ils vont... Parce que je pense que c'est là, quand il va partir en Côte d'Ivoire, que je vais réellement savoir tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il va faire. Après, comment je vais dormir. Elle le vivra mieux. Elle a raison. Effectivement, l'épouse... qui doit se colter les soucis de la base arrière, l'éducation de l'enfant, parce que pour l'instant il n'y en a qu'un, les soucis du ménage, les factures à payer, etc. etc. Parfois la solitude, même lorsqu'elle est très entourée. C'est l'épouse qui a la plus mauvaise partie de tout ça. Le fait de voir partir Hugues, c'est douloureux aussi. Pourquoi cette fois, pour les mêmes raisons que... Pourquoi ? Comment une maman peut le vivre mal? Parce que vous allez revivre encore tout ça? Non, parce que c'est votre enfant, c'est différent. C'est plus dur que pour son mari? C'est autre chose, je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas expliquer ça, mais... Oui, je pense qu'on tremble autant, mais différemment, parce que c'est votre chair, je ne sais pas. Non, c'est pas facile. À 15 jours du départ, retour à l'entraînement, encore. Casqués, armés, Hugues, Jean-Marie, Ludovic et les autres commandos parachutistes se retrouvent pour une semaine d'entraînement au sol avec leurs armes. En colonne. Objectif, libérer un otage détenu dans cette maison et l'évacuer. L'exfiltration d'otages est l'une des missions qui incombent au GCP en opération extérieure. Décale-toi du mur. Ok, go. Dans la maison, la première équipe, conduite par Hugues, s'équipe au paintball. Prado. Le 2, c'est Filou. Le 3, c'est Xav. 4 et 5, le 30, c'est le chef d'équipe. Filou. Les mecs vont progresser comme ça, donc pas d'image. Jean-Marie, lui, va diriger la deuxième équipe chargée de sauver le prisonnier. On nous préverra. Cet instructeur est l'initiateur de cette technique très spéciale de combat, le paintball, qui permet de se retrouver dans des conditions proches de la réalité. Le paintball, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour le moment, pour mettre les gens dans une position la plus stressante possible, c'est-à-dire la peur de prendre un coup. D'accord? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà pris une bille. Je pense qu'un collègue à vous a pris une bille, donc il a senti. Ça vous fait des beaux hématomes. Donc il y a une peur. Ce n'est pas une peur qui ressemble à celle de mourir ou de prendre une vraie balle.
c'est déjà quelque chose qui se rapproche de prendre un coup qui fait mal. Tant que ça se passe bien, ça se passe bien. Quand ça se passe mal, il faut que ça aille très vite. D'accord? C'est vu? C'est parti! À l'extérieur, les hommes de Jean-Marie tentent d'entrer dans la maison. Ok, nous on avance jusqu'à la maison d'en face. Ok? Jusqu'à la maison d'en face. Allez, ok, on vous appuie. C'est parti, Steve. Dans le rôle de l'ennemi, à l'intérieur de la maison, les instructeurs défendent leur position. Impossible de tricher. Les balles laissent une marque de peinture verte et font très mal. Un gars qui se prend une big paintball, la fois d'après, il réagit comment? Il se cachera mieux. Il se cachera mieux. Ou il courra plus vite. Pour le moment, je ne l'ai pas encore senti, mais ça doit donner une sensation de douleur. C'est un peu plus de la réalité quand même. Un rappel à l'ordre. Le paintball, on sent l'impact. Donc on fait plus attention. Une balle à blanc, le mec qui nous tire, bon, on fait comme s'il nous avait pas touché. Le paintball, ça rappelle à l'ordre rapidement, quoi. J'en ai pris une autre fois, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait des gros bleus, quoi. Allez. Ok, c'est bon. Le prisonnier reste sur place. L'appui. Je vais remettre en place. Puis ensuite, vous me rejoignez au point de récup. En avant. L'équipe de Jean-Marie a réussi. Elle tente de mettre l'otage à l'abri. Ok. La tortue. C'est bon, la tortue, c'est bon. Go. Allez. La tortue consiste à protéger l'homme libéré en formant comme une carapace autour de lui. Fin de l'exercice et premier bilan avec Lionel, le patron des GCP. Alors vous avez tous vu, je pense, à quoi servait le paintball. C'est pas un jeu, c'est un outil de travail. Pourquoi? Parce que la sanction elle est immédiate. Dès que vous êtes touché, vous le sentez. Là c'est clair et net. Alors pensez bien au basique. On ne tire pas en bougeant. Il faut être appuyé. Quelques heures plus tard, entraînement au tir de nuit avec camouflage et lunettes de vision nocturne. 95% des opérations dangereuses se font de nuit chez les GCP. Alors ils s'entraînent dans le noir, à balles réelles, dans les conditions d'une vraie mission. Un exercice essentiel pour la maîtrise de soi et la confiance parfaite dans ses équipiers. Dès le lendemain, Jean-Marie reprend un autre entraînement, l'aérocordage. Le premier descend à gauche. Bonne position. Une spécialité des GCP, un moyen efficace et rapide de largage à terre. Avant leur départ, les commandos para vont en réaliser des centaines. On les travaille énormément ici, sans ennemis, de manière à ce que le jour où on soit en opération, ce soit quelque chose qui se fasse naturellement. Et ce sera donc une pression psychologique en moins. T'aimes ça? J'adore. Ouais. Ça demande beaucoup d'être GCP? Ça demande beaucoup, énormément. Sur les 5 semaines qu'on vient de passer, on a dû avoir 3 ou 4 week-ends entamés et 2 week-ends passés sur le terrain. Donc ça demande énormément au niveau personnel, au niveau familial aussi. Là, il faut arrondir les angles quand on rentre. Et dès que les cordes sont lancées, que vous avez visualisé que la corde est délevée correctement, que le sac est à terre, n'attendez pas que le chef largueur dise que c'est bon, elles sont à terre, vous l'avez vu, commencez déjà à vous prééquiper. Ah ok, d'accord. Autre spécialité des GCP, la grappe. Cette manœuvre est destinée à évacuer un maximum d'hommes en un minimum de temps sans poser l'hélicoptère. Un avant-goût de leur mission en Afghanistan et en Côte d'Ivoire. On se met en couple, en fait. On se met avec son binôme et on essaye de se mettre dos au vent, comme ça au moins on crème pas le vent de face et on a plus de facilité à porter sur le vent à plat. Vous tenez physiquement, on a du mal ou alors on peut tenir longtemps? Oh non, on peut tenir un bon moment, hein. C'est comme si vous étiez assis sur une balançoire, pareil. Mais une balançoire qui vole à 200 km/h à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. Gérald aussi va partir pour l'Afghanistan avec Jean-Marie et Ludovic. Ce sera la 5e mission de sa carrière.
Gérald est GCP depuis 9 ans. Malgré l'expérience, son goût du risque reste intact. Notre vie, elle tient qu'à ça, en fait. Après, les sensations, c'est un moyen de transport relativement rapide. Et donc ça nous amène pas mal de vitesse quand on vole, quoi. Donc ça fait des sensations à proprement parler de vitesse. Après, c'est le pied. Après une semaine d'entraînement intensif, Gérald rentre chez lui à Tarbes. Pour un GCP, ce n'est pas toujours facile de retrouver le quotidien. C'est relativement fatigant parce que même si on a confiance au matériel, si il y a quand même pas mal de doses d'adrénaline et ça nous... Quand elle redescend, il n'y a plus d'excitation et c'est le contre-coup et on est un peu vidé quand même. Gérald et sa femme Magali attendent leur premier enfant. C'est bientôt Noël, ils reçoivent leur neveu pour les fêtes. Donc on attend un bébé pour le mois de juin. Gérald sera en Afghanistan, donc il sera certainement pas là quand le bébé arrivera. Le fait de ne pas être là pendant l'accouchement, forcément c'est dérangeant. Mais ça fait partie des concessions qu'on doit faire quand on fait notre métier. Donc à la limite ça ne me dérange plus à partir du moment où on a pris la décision avant. Gérald part pour l'Afghanistan dans un mois. Il a décidé de passer le plus de temps possible avec sa femme. Exceptionnellement, il l'accompagne même au marché. Quand je suis rentré en équipe commando, le choix a été fait à deux aussi. J'aimerais bien avoir des litchis. Des litchis, qu'est-ce que tu veux? Voilà, Gérald. Il va prendre des litchis qui coûtent très cher. Mais c'est Gérald, il fait jamais les courses, alors il sait pas. Je le savais quand je me suis mariée avec Gérald. Les moments où on allait faire les courses, ça n'allait pas arriver souvent, quoi. Je voudrais un poulet, s'il vous plaît. À force, on se taperait dessus si on était tout le temps en permanence ensemble. Donc ça nous convient. Moi, je me suis organisée ma vie, quand il n'est pas là, comme si j'étais toute seule. Mais cette fois-ci, la séparation risque d'être difficile. Magali sera seule pour la naissance de son premier enfant. À 48 heures du départ pour la Côte d'Ivoire, nous retrouvons à Paris Lionel, le patron des GCP. Il sort de sa dernière réunion à l'état-major. Après-demain, lui aussi va partir. On a toujours cette inquiétude quand on s'en va, de devoir rentrer avec une personne ou plusieurs de moins. On fait un métier dangereux, difficile. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on a toujours en tête. On a ce souci. Retrouver les familles, c'est une chose. Refaire le point sur soi-même, sur son entraînement, sur sa vie professionnelle, ça en est une autre. Et partir, bien sûr, c'est le but légitime de chacun. En Côte d'Ivoire, Lionel et les hommes du GCP vont rejoindre les 3000 hommes de la force Licorne. Ce soir, il rentre chez lui, à Toulouse, pour les dernières heures en famille. Pourvu que je ne croise pas maman en rentrant. Tu as enlevé les chaussures à l'entrée? J'ai enlevé les chaussures dans l'ascenseur déjà. Tu décolles. Mais je voulais pas faire de bruit en rentrant. Les fêtes. Lionel a épousé Marie il y a 13 ans. Elle avait déjà 2 enfants de son premier mariage, Marianne et Guillaume, aujourd'hui jeunes adultes. Il faut dire que le frigidaire est plein parce que on avait envie de se faire plein de bonnes choses. Et du coup... Pour Marie, les départs de Lionel sont toujours une source d'angoisse. Car son premier époux, officier lui aussi, est mort en mission. J'ai continué quelque chose parce que j'étais déjà mariée à un militaire qui était également parachutiste dans l'infanterie de marine. Pareil, avec lui j'ai connu des missions à l'extérieur importantes, comme le Liban par exemple, où là c'était même 6 mois de séparation totale. Et puis voilà, lors d'une autre mission, je l'ai pas vu revenir, quoi, dans une boîte. Donc c'est vrai que c'est pas... Donc je sais de quoi je parle, quoi, en fait. Voilà. C'est pour ça que cette nuit, je me suis réveillée à 3h30 du matin. Et
c'est comme ça, quoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Pour les départs, c'est la cata, hein, parce que je suis un peu bloqué là-dessus. Comme je veux pas montrer mes sentiments, montrer que je suis triste, il faut que ça aille très très vite, quoi. Voilà, il se passera rien de spécial, en fait. Donc je dis au revoir à tout le monde et puis le plus rapidement possible et puis je m'en vais, quoi. Et puis voilà. C'est parti. J'essaie de banaliser l'affaire, bon, parce que d'abord... Pour cette dernière journée avant son départ pour la Côte d'Ivoire, Lionel emmène tout le monde au golf. Sa femme, sa belle-fille et son beau-fils, et Mathilde, la petite dernière. Elle a 12 ans. C'est la fille que Lionel et Marie ont eue ensemble. La famille a besoin de partager ses derniers moments hors de la maison pour dénouer les tensions. C'est important, je crois, pour la famille, parce que il faut que la famille soit très soudée, et puis il faut qu'elle puisse se reconstruire aussi, parce que chaque fois que je m'en vais, mon épouse vit toute seule avec les enfants et elle vit notre vie. Donc quand je reviens, je suis un peu la pièce rapportée, et il faut que je retrouve ma place. Après voilà, tu plies, tu dérouilles les genoux un peu, voilà. Laisse-toi un peu, voilà. Essaye comme ça déjà. C'est mon premier essai. Bon, elle est partie. C'est vrai que moi j'ai une mauvaise image de ce qui se passe là-bas, donc c'est parce que j'ai peur en fait. Donc je peux pas être particulièrement objective sur ce départ. On peut pas s'autoriser à être faible. Trop bas. Quand Lionel part, on rentre dans une... Je sais pas, il y a un changement du jour au lendemain, mais on change complètement en fait. Si vous voulez, je sais pas trop comment expliquer. Maman, c'est maman et papa. Et moi, je suis l'aînée, donc moi, il faut que je seconde maman. Et c'est vrai que depuis que je suis petite, j'ai eu plein de responsabilités parce qu'il fallait que j'aide ma mère. Pour pas qu'elle... parce que c'est dur pour elle. Qu'est-ce que tu te dis par rapport au départ? Tu penses qu'il part demain, tout ça, ou non? Tu préfères pas y penser? Bon, je préfère pas y penser. Tu y penses quand? Quand il est plus là. Je crois que c'est surtout le soir quand je la couche, elle est un peu triste. Et là elle me dit quand est-ce que tu pars, quand est-ce que tu vas rentrer, hein? Ouais. C'est ça, hein? C'est là que t'as un peu le petit coup de blues. Dans la famille, c'est Guillaume qui exprime le plus d'inquiétude liée à la mort de son père. J'ai déjà bien sûr envisagé le pire, et je vais vous dire la vérité, c'est pas la première fois. C'est pas seulement pour ce départ-ci, mais pourquoi? Parce que j'ai mon père qui a eu un accident en mission quand j'étais jeune, et depuis ça m'obsède, et je sais que le fait que ma mère soit remariée avec un militaire, en fait, c'est synonyme d'un peu ce qui s'est passé il y a maintenant 14 ans, quoi. Et moi je sais que... T'as peur que ça se reproduise? Très peur. Je ne m'en remettrai pas. On sait qu'il y a toujours une part de risque dans ce que fait Lionel. Et bon, c'est comme ça, je veux dire, on vit avec. Mais on essaye de prendre sur nous, de pas en parler, parce qu'il faut que tout le monde se serre les coudes, et que dans la vie c'est ça, la vie c'est pas toujours marrant. On perd un proche et puis on sait que le prochain pourrait lui arriver la même chose. Je crois qu'il y a un moment où je vais décider d'arrêter tout ça, quoi. Pour rendre la monnaie un petit peu à la famille. Pour tout ce qu'ils ont donné, tous les sacrifices qu'ils ont faits. Pour moi, c'est un devoir aussi, de renvoyer la balle. Lionel part demain. Sa femme et ses 3 enfants vont rester seuls pendant plus de 4 mois. Retour chez Hugues. Lui aussi part pour la Côte d'Ivoire ce soir. Porte-toi bien. Ouais. Hein? Tu fais de gros bisous à notre fille. Et puis, écoute, j'essaye de t'appeler dès que je suis arrivé. J'essaye de te donner des nouvelles. Si je dois partir tout de suite à Mans, écoute, je t'en donne dans 2 jours. Je t'en donne dans 2 jours, mais bon, on a tout ce qu'il faut pour t'en donner rapidement, quoi. Tu l'embrasses. Je me manque déjà. Sur mon table. Hein? On fait un gros bisou. Ciao.
Bon. À dans 4 mois. Bon, vas-y, parce que t'es pressé. Allez. À bientôt. Ciao. C'est difficile, là. C'est difficile pour elle, pour moi. Bon, la petite, elle était couchée déjà depuis 1 heure, donc... Et puis bon, elle saisit pas encore tout, donc c'est pas plus mal. Et je pense que le plus difficile, c'est ça. C'est jusqu'à l'heure du départ, avant l'heure du départ, et puis ensuite, une fois qu'on est parti, on est parti. Bon, là, elle est malade, sinon elle m'aurait accompagné au régiment. Donc, et je pense quelque part, c'est mieux. Au régiment, à Carcassonne, avant le départ, le chef de corps salue ses hommes. Détachement Licorne, UCL, SRR, Trump Compagnie, effectif 130 personnels sur les rangs, Arzan O'Connell. Merci, Louis. Détachement Licorne, à mon commandement, repos. Bien, quelques mots rapides. Demain, nous serons engagés dans une mission délicate, peut-être difficile, au service de la paix, au service de la France. Cette mission, nous l'exécuterons avec ce qui fait notre force, cet esprit de corps qui unit les parachutistes et les chefs entre eux. J'ai confiance en vous individuellement et collectivement. Et je sais que vous serez fiers et forts à l'image de notre régiment. Ce soir-là, avec Lionel et Hugues, 130 parachutistes embarquent pour Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils vont rejoindre les 3000 hommes du contingent français de la force Licorne. Ciao, à bientôt. Tarbes, c'est la veille du départ en Afghanistan pour Gérald. Il vient juste d'apprendre que sa mission, qui devait durer 4 mois, est passée à 6 mois. Un vrai coup dur pour sa femme Magali. Il va arriver, il aura déjà 2 mois, il aura raté les 2 premiers mois de sa fille, quoi. Je pars moins facilement. Il me dit les choses qui me rassurent, quoi. Après, je préfère pas savoir qu'il risque de se prendre des balles, des trucs comme ça, quoi. Ouais. J'ai l'impression que ça le dérange pas de partir. Il fait ça, c'est naturel. Mais c'est dans son caractère, il ne montre pas les choses. Il ne montre pas ses sentiments, donc c'est comme ça. Je préférerais déjà y être, c'est sûr. Parce que c'est le moment le plus embêtant, c'est pas l'avant, c'est pas l'après, c'est les 24 heures qui précèdent le départ, ça c'est le plus... Elle a les pots de colle, enfin le truc... Il fait le dur, mais... ouais, c'est une façade. Mais après c'est tellement bon les retrouvailles que ça vaut le coup, presque. Ouais, on va dire ça. Oui, c'est vrai que c'est sympa après. Mais 6 mois, ça fait long quand même. C'est la 5e fois que Gérald part en mission. Mais cette fois, l'arrivée du bébé rend la séparation particulièrement difficile. Il est 4 heures du matin, à quelques kilomètres de chez Gérald, Jean-Marie lui aussi est prêt à partir pour l'Afghanistan. Toute sa famille est endormie. Ils se sont déjà dit au revoir dans la soirée. Dernier moment de tendresse avant la longue séparation de 6 mois.
je dis simplement que Véro, fallait pas qu'elle oublie les poubelles. Ce matin, nous sommes mardi. Tous les mardis, nous avons les poubelles. Et généralement, c'est moi qui mange. Afghanistan. Depuis les attaques terroristes du 11 septembre 2001, la communauté internationale a décidé d'intervenir dans ce pays, d'abord pour en chasser les talibans. La force internationale a déployé plus de 30 000 hommes de 30 pays membres pour sécuriser et reconstruire l'Afghanistan. Mais ce pays de montagne continue d'être dévasté par la guerre civile, la pauvreté et la corruption. Il est devenu le refuge de terroristes du monde entier. 1200 soldats français sont dans la région de Kaboul. Ludovic et Jean-Marie sont chargés de faire du renseignement dans la lutte antiterroriste. Ici, le danger est partout. Le risque d'attentat est maximum. L'Afghanistan est devenu l'un des pays les plus dangereux du monde. Maintenant, c'est bon pour vous? Ok. Donc on embarque... Après 30 ans de guerre, il y a des armes partout. Devant les menaces, Jean-Marie et ses hommes doivent multiplier les précautions. Dès qu'ils sortent du camp militaire, ils signalent leur parcours. Avant chaque départ, le message départ à remplir auprès du centre opération. Donc c'est simplement pour préciser qui on est, combien on est, avec quoi on est et où on va. Hein, de manière à ce que le centre des opérations sache exactement où sont toutes ces billes. Allez go. Pareil, vous montez à gauche. Pour tout ce qui est déplacement, on garde l'arme de poing entre les cuisses. Ça permet en fait de... S'il y a un risque d'attentat ou quelqu'un qui arrive armé sur le véhicule, eh ben ça nous laisse au moins un minimum de chance pour intervenir. Ça me permet d'intervenir à partir du 4x4 au plus rapidement. Et puis Dan, lui, ça lui permet de dégager la zone. Là, il y a une balle en chambre, ici. Vous la voyez? Il y a une balle en chambre. Et j'ai juste à appuyer sur la détente et le coup il part. Ça me permet en un minimum de secondes de riposter. Chaque jour, les équipes commando sortent du camp à bord de 4x4 banalisés pour rester discrets. Les pièges sont partout, Jean-Marie est chargé des itinéraires. On essaye, dans la mesure du possible, le plus souvent possible, de varier les itinéraires d'aller et de retour pour éviter la routine. Si quelqu'un nous observe, si des terroristes nous observent, ou des gens qui veulent du mal à la force nous observent, s'ils voient qu'on passe tous les jours, au même endroit, à la même heure, les mêmes véhicules, la routine s'installe, eux ça peut leur permettre de préparer un IED ou un attentat contre la force. IED, c'est un engin explosif qui est posé sur le bord de la route, hein, qui est en mesure de pouvoir détruire un voire deux véhicules. Soit ça peut être tout simplement quelqu'un dans un véhicule, hein, qui se fait exploser avec le véhicule. Jean-Marie et Ludovic viennent de sortir de Kaya, le camp militaire où ils vivent au nord de Kaboul. Kaya est une véritable ville fortifiée le long de l'aéroport où sont regroupées les forces armées de la coalition internationale. Le lieutenant Wagner est le chef de Jean-Marie et Ludovic. Il accompagne ses équipes sur le terrain. Les missions sont toujours risquées. Et de retour au camp de Kaya, c'est lui qui analyse les renseignements recueillis par ses hommes. Chaque jour, les GCP sont confrontés à des menaces d'enlèvement, de guet-apens et d'attentats suicides. En tout, 1300 attentats ou tentatives d'attentats ont ébranlé l'Afghanistan en 2006. Une recrudescence considérable de la violence due au retour des talibans et des combattants d'Al-Qaïda dans ce pays. Juste avant notre arrivée à Kaboul, un attentat suicide contre le président du Sénat afghan a fait 6 morts et 2 blessés graves. Le véhicule du président du Sénat, véhicule blindé, donc il y a quand même pas mal d'impact. Malheureux petit vieux qui passait par là. Tout attentat est analysé et de façon à justement trouver des ripostes et des parades à leur procéder. Ce matin, Jean-Marie et Ludovic partent pour une mission de renseignement. Ils ont rendez-vous avec un informateur qui doit leur faire des révélations sur un réseau terroriste. Pour leur sécurité, ils utilisent des noms de code. Et le cimetière Bravo. D'accord, pour toute conversation devant la caméra, ce sera Alpha et Bravo.
On a eu un appel d'un contact ce matin. Il y a a priori une menace contre la force sur un des districts de notre zone. Donc on va prendre contact physique avec lui pour essayer de confirmer les éléments et pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Client assez délicat là ? Assez délicat, oui. Particulièrement délicat, peut-être infiltré dans un réseau terroriste et qui revendrait les informations au plus offrant. Voilà. Donc à prendre avec délicatesse. Le but, c'est comme parfois dans ce genre d'opération de renseignement, le rendez-vous va se dérouler en voiture. Du gouvernement à gérer les problèmes. C'est Jean-Marie qui va discuter avec l'informateur. Ludovic, lui, sera derrière dans un autre véhicule pour assurer sa protection. Nous sommes avec Ludovic. Donc Jean-Marie, lui, il est dans son entretien, il ne peut pas assurer sa sécurité. Donc nous, on assure la sécurité du surf et la nôtre. Je ne sais pas être parano, mais ça peut peut-être nous sauver la vie. Dans la voiture devant nous, Jean-Marie est équipé d'un micro. Nous allons tout entendre de son entretien avec l'informateur. Tu feras l'entretien sur place ou tu veux rouler ? Bon, on est sur zone, je vais prendre le contact avec lui dans le véhicule. Ça marche. L'informateur veut parler d'un groupe de terroristes et d'un certain Habib, leur chef. Jean-Marie mène l'entretien avec son traducteur. Salam. Salam alaikum. Ils sont arrivés hier soir dans le Valais. Hier soir. Des mines, des EOD. Il y a d'autres types de munitions comme roquettes. Ils ont beaucoup de moyens. Le plus important, c'est d'arrêter la tête du réseau. Donc, même Karzai qui a donné ordre pour tuer lui. Ouais. Parce qu'il est très dangereux. Il y a un prix pour Habib chez le gouvernement, c'est $20 000. Ouais. Dès qu'on tue, on arrête lui, on appelle pour le gouvernement, voilà, moi j'ai arrêté lui ou moi j'ai tué lui. Sur place, j'attends, il nous donne $20 000. Ça c'est son business à lui, il n'y a pas de problème, on n'ira pas lui chercher ses sous. Il faut qu'il comprenne qu'on ne peut pas s'engager tant qu'on n'a rien. Brusquement, Ludovic a l'impression que Jean-Marie est observé. Ils ne veulent prendre aucun risque. Ils décident alors de déplacer leur voiture. Toujours en protection, Ludovic suit Jean-Marie et l'entretien continue sur la route. Tout droit. J'ai pas de confiance sur les autorités aussi. Peut-être qu'il fait une opération, mais il arrête ce type de gens. Et demain ou après-demain, il relâche. Ouais. Et ça, c'est un grand risque pour nous. Même ce qu'il promettent, il ne donne rien. Hibou 21. Ouais, Hibou 21. Ouais, on a bientôt terminé l'entretien. Ensuite, on basculera directement sur Bravo. Reçu. Ouais, Hibou 21 suivi. Fin de l'entretien. L'informateur quitte la voiture de Jean-Marie. Lui s'attache à corps, voilà. Hibou 2, retour. Ouais, merci Major. Ouais, j'en prie. Rentré au camp, Jean-Marie fait son compte-rendu. Je vais vous faire le compte-rendu concernant le contact que j'ai eu. Donc ça, c'est des noms que j'ai déjà entendus aussi. Moi. Pendant des semaines, Jean-Marie et Ludovic vont travailler sur ce réseau terroriste. Un peu plus tard, Habib, le chef de l'organisation, sera arrêté, mais immédiatement relâché grâce à ses complicités chez les autorités afghanes. De venir avec nous dans la voiture, de nous montrer la maison, où est le mec et tout. 2 jours plus tard, Ludovic et Jean-Marie partent pour une nouvelle mission. Une fois encore, pour leur sécurité, ils utilisent des noms de code. On basculera directement sur le site Bravo, au-dessus de l'aéroport. On va aller avec Ludo pour l'avenue du curé. Bravo est en fait un cimetière. Et le soi-disant curé, le padré dont il prépare la venue, est en réalité Bernadette Chirac. Sa visite à Kaboul dans un mois doit rester secrète. On est là aujourd'hui parce que dans les semaines à venir, peut-être, il y aura notre padré, le padré militaire, qui va certainement passer. Il va certainement venir se recueillir sur la stèle des militaires français qui sont décédés et peut-être sur la tombe de la française. En fait, on utilise ce genre de couverture. Le gardien, c'est la première fois que je le vois. Donc je ne peux pas me permettre, le connaissant pas, de lui dire qu'il y a une autorité qui va passer, que ça soit une autorité militaire ou une autorité civile. Je ne peux pas me permettre. Tandis qu'un padré, je veux dire,
ça passe beaucoup plus facilement. Déjà, c'est un cimetière britannique avec des chrétiens à l'intérieur, donc pour lui, ça paraît logique. C'est ici que Bernadette Chirac viendra se recueillir. Les commandos paras vont photographier le cimetière et ses alentours et repérer tous les dangers potentiels pour sécuriser la zone. Jean-Marie il assure tout ce qui est défense active et passive à l'extérieur du cimetière. Et moi, ma mission, c'est d'assurer la défense active et passive à l'intérieur du cimetière. Qu'est-ce que c'est cette tombe là? C'est la tombe d'une Française qui est décédée en Afghanistan à l'âge de 29 ans. Travaillait pour une ONG qui s'occupait des veuves et qui a été tuée. Tuée par qui? Talibans. Les talibans. Les talibans qui ont tué aussi de nombreux soldats de la force internationale. Comme on peut le voir, il y a des Allemands, des Danois et 2 Français en haut à droite. Ça te fait quoi ça? Ça te fait penser à quoi? Ça nous rappelle que tout peut arriver et qu'un jour ou l'autre ça pourrait être nous, quoi. Ça fait toujours réfléchir, on se remet en question. La Côte d'Ivoire, un pays divisé par 4 années de guerre fratricide. En 2002, un soulèvement armé divise le pays. Le nord et l'ouest tombent aux mains des rebelles. Le sud reste sous le contrôle des forces loyalistes du président Gbagbo. Entre ces régions ennemies, une zone tampon. La zone de confiance interdite aux rebelles et aux forces loyalistes. Un endroit très sensible qui peut basculer à tout moment dans la guerre. C'est ici que l'ONU est chargée de faire respecter la paix. Et c'est dans cette poudrière que Hugues et ses hommes sont en mission depuis quelques semaines. Ce matin, Hugues est dans un village. Il cherche des volontaires pour le guider jusqu'à la frontière du Libéria. Il doit identifier les passages clandestins entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Il faut dire au chef de village, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous, on va juste voir où les gens peuvent passer, d'accord, pour arriver ici. C'est tout ce qu'on veut. Ce contrôle est important, car c'est par ces points de passage que les trafiquants d'armes, de drogue et les bandes armées entrent en Côte d'Ivoire et terrorisent la population. La progression des GCP doit se faire dans une discrétion absolue. Hugues et ses hommes communiquent par gestes codés. Pas un mot pour se parler, car la zone est très sensible, dangereuse. À tout moment, les commandos paras peuvent tomber dans un piège face à des hommes en armes. Apparemment, ce village est vide. Mais les commandos paras vérifient chaque case pour en être sûrs. Jusqu'au bout de leur route, les soldats vont rester très prudents, vigilants, silencieux. Ils arrivent à la frontière avec le Libéria et ils tombent sur un groupe de villageois. Bonjour. Bonjour. Très bien. Et toi le chef ici? Et le chef d'ici là? Tu es du village? Oui. Visiblement, cet homme en jaune a peur. Il lâche ses coupes-coupes. Tu peux garder le coupe-coupe, hein? Tu peux le garder. Ils ont peur? Hein? Un peu, hein? Ouais, si. Il y en a qui habitent en face. En face, c'est le Libéria. Je pense qu'il habite en face un peu, lui, non? Dis-lui de ne pas s'inquiéter parce qu'il s'inquiète là. Il n'a pas d'arme. S'il n'a pas d'arme, il n'a pas de raison de s'inquiéter. Car Hugues a bien compris, l'homme en jaune vient du Libéria. On n'est pas dupe.
La journée, les activités, elles sont un peu plus normales. Ce qu'on peut craindre davantage, c'est sans doute des patrouilles de nuit. Et à l'instant T, comme on ne le maîtrise pas, des gens qui décident du jour au lendemain, connaissant très bien les environs, de passer de l'autre côté de la frontière et d'aller direction la Côte d'Ivoire. Même si tout semble calme, Hugues et ses hommes vont inspecter la rivière. C'est cette rivière qui marque la frontière avec le Libéria, sans poste de garde ni contrôle. Un peu plus loin, en face, du côté du Libéria, le guide aperçoit quelqu'un sur le point de traverser. Tout le monde se méfie. Le guide intervient. Il prévient que les soldats de la force Licorne sont là et qu'ils surveillent la frontière. De ce côté-là, donc c'est le Libéria, et de ce côté-là, la Côte d'Ivoire. On est juste sur le passage, c'est la rivière qui matérialise la frontière. Parce qu'ils ne sont pas très loin, elles sont cachées ici. Tout ce que nous sommes en train de dire, ils comprennent là. Après, ils vont aller transmettre ça à leurs frères là pour dire que, attention, souvent il y a des licornes qui sillonnent le bord. Donc vraiment, faites beaucoup attention. Et ça va freiner aussi le trafic de drogue, le trafic de balles. Après cette journée ensemble, le guide ne peut pas laisser les soldats français partir comme ça. Dans ce pays en pleine guerre civile, il veut leur confier son désespoir. Nous sommes vraiment fatigués de la guerre. Vraiment, nous les innocents, nous sommes fatigués. On a fait Makoussi, rien n'est passé. On a fait Accra, rien n'est passé. Tu sais que nous les Africains, la sagesse là, c'est pas trop comme vous les Français. Hein? On se tue entre nous, on dirait les moutons, les chiens. On a pitié de nous. Non, c'est pas une pitié, vous êtes mes cousins. Mais c'est à vous aussi de trouver la solution, c'est pas nous. Mais... Nous, on peut que vous aider. Tous nos enfants sont au village, ils ne vont plus à l'école. À cause de la guerre. Dites au président français que vraiment que votre frère ivoirien, votre fils ivoirien, vraiment ils sont fatigués de la guerre. J'en ferai part à mes supérieurs, à mes chefs. Je ne suis qu'un simple soldat. Finalement, Hugues et ses hommes ont réussi à repérer les passages sensibles. Ils marchent depuis le matin par une chaleur accablante. C'est l'équivalent d'un plongeon dans une piscine. Quand on va se déséquiper tout à l'heure, je pense qu'on va pas être triste. Ah, il faut y aller. On peut plus. On va crapulter comme des dingues. Mais là, ça va. On va être récupéré en véhicule. Ça va changer un peu. Pour Hugues et son équipe en Côte d'Ivoire depuis 2 mois, la fatigue s'accumule. On la sent arriver, la fatigue, en fait, parce que, mine de rien, le rythme, il est exigeant. Le fait de rentrer et de repartir sur très court préavis qui fatigue les organismes, parce qu'on n'a pas véritablement le temps de récupérer. Et c'est un pays dans lequel on n'est pas né, on n'est pas d'ici, quoi. Après une mission délicate, les soldats ont droit à un peu de repos. Une fois les armes nettoyées, ils vont tous se précipiter sur Internet. Hugues est impatient de retrouver Claire et Lise pour quelques minutes. Cela fait plus de 2 mois qu'il n'a pas pris son bébé dans ses bras. J'ai réussi à me connecter avec ma femme et j'ai le bonheur suprême d'avoir réveillé ma fille. Donc je vais la voir en direct. Voilà. La tête qu'elle fait. C'est super. Oh, quelle bouille elle a. Ses dents sont énormes. Oh la puce. Elle est trop belle. Coucou ma fille. Tu m'entends bien là toujours? Ouais, ça s'est bien passé. Bon, on va repartir hein. Dès vendredi là.
Au même moment, en Afghanistan, avec l'autre groupe de GCP en mission, Ludovic et Jean-Marie se rendent dans le nord du pays. Ils ont rendez-vous avec les services secrets afghans, car les attentats se multiplient. Le travail des Français est donc intensif. Bonjour. Salam alaikum. Ouais, c'est par là, ouais, c'est par là. Ouais. La piste la plus merdique, normalement, c'est celle qu'on va prendre. Pour Ludovic, ce rythme soutenu est un moyen de mieux supporter l'éloignement avec sa famille. La mission passe vite, elle nous prend du temps, ça nous laisse pas le temps de réfléchir. Réfléchir à la vie que mène notre famille en France. On est ici à 4000 km de nos proches. C'est normal qu'on a une petite pensée pour eux, quoi. Je veux dire, il faut pas rester là-dedans, faut pas s'enfermer là-dedans, parce que sinon on vit plus, quoi. Et cette mission nous permet de ne pas y réfléchir. On est parti au Qatar, on est parti en Côte d'Ivoire, en Afrique, Tchad, Centrafrique, Bosnie, Kosovo. Ça fait partie du quotidien du GCP. Brusquement, Ludovic arrête sa voiture. On vient de repérer des munitions explosives en plein milieu de la route. On va aller voir ce que c'est, il y a un mortier sur la piste. Un mortier qui peut exploser au moindre contact. C'est un message. C'est un message. C'est-à-dire que je suis passé hier sur la piste, il n'y avait rien. Là, c'est la population, les villageois, qui mettent exprès des munitions sur la piste, pas pour nous faire peur ou nous attaquer. Hein. C'est pour dire la zone est polluée. Les Français, s'il vous plaît, venez dépolluer la zone. Mais pourquoi ils vous le disent pas directement? Eh bien, ils le disent, mais il y a tellement de zones polluées, en fait, dans la Chamalie, c'est énorme. Le génie, il peut pas être partout. Toutes les semaines, il y a des gamins qui pètent sur des mines parce qu'ils jouent avec et parce qu'ils y touchent. Les GCP doivent d'urgence signaler toutes ces munitions dangereuses. Ludovic, qui a 2 enfants encore petits, se sent particulièrement concerné. Si je peux les aider dans le sens de la paix, eh ben, je le ferai un maximum, quoi. Parce que quand on est père de famille, qu'on a des petits de 5 ans et 2 ans, quand on voit ce qu'on voit ici, c'est pas normal, il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Donc on essaie de faire de son mieux, quoi. On essaie de faire de son mieux. Et c'est surtout pour eux que je fais ça. C'est surtout pour les enfants. Tu penses à ton regard, toi, en tant que papa, tu penses... Ah ouais, c'est clair. On est obligé. On est obligé, c'est obligé. Que ce soit un enfant afghan, un enfant africain ou français, ça reste un enfant. Il n'a pas le droit de vivre là-dedans, dans les munitions, et se péter le bras et être handicapé à vie. Ils n'ont pas le droit, ça. En fait, ils en ont pour des heures car il y a des munitions partout. Il est parti en voir une autre là encore. Il y en a en bas, Jean-Marie? Là, il y a une sous-mune, là, donc c'est bon, on l'a repéré. D'accord. Là, ils sont partis au sol. Ouais, Freddy, tu peux me séparer la bombe de peinture qu'il y a dans le coffre, s'il te plaît? Hein, je vais faire un marquage. Tous les jours. Ça y est? Normalement, c'est bon, c'est à qui que j'ai donné. Hein? Fais attention à toi, hein. Et shot. Faut garder, hein. Faut garder. Qu'est-ce que t'as fait, Jean-Marie, là? Je lui ai donné un tout petit billet, là, de manière à ce qu'il garde les munitions, il s'assure que personne n'y touche, au moins jusqu'à demain. Parce que ce qui se passe régulièrement, c'est qu'on trouve des munitions le jour J, le lendemain, le surlendemain, on envoie les OD, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que les grandes personnes sont au courant, elles récupèrent, elles entassent, elles font un paquet et elles revendent au plus offrant. Vous savez ce qui est marqué ici, là c'est marqué ISAF, mais en dari en dessous, c'est marqué aide et sécurité. Alors ce qu'ils voient en fait, les enfants et la population ici, ils ne voient pas le mot ISAF, ils voient marqué aide et sécurité. Donc ça veut tout dire, hein. C'est pour ça qu'ils nous arrêtent. Regardez au fait ces enfants. À Kaboul, Gérald appartient à la 2e équipe. Depuis son arrivée il y a 3 mois, il est chargé de la protection de toutes les autorités françaises en Afghanistan. Une mission à très haut risque. Donc il y a un peu de distance, peut-être sûrement pour les véhicules. Il est en voiture? Peut-être, c'est pas sûr encore. Pendant ce temps, en France, sa femme Magali en est à son 8e mois de grossesse. Elle téléphone régulièrement à Gérald, mais le temps commence à être long pour elle. Pour moi, il est dans un bureau, enfermé, et il risque rien. Même je sais que c'est pas du tout ce qu'il fait, mais voilà, c'est ça que j'imagine. Il risque rien, il fait son travail en sécurité.
Mais moi, il sourit, il a l'air heureux. Donc, je vois pas son attirail avec son fusil, ses pistolets, tout ça, ça me va très bien. Je vois que son visage, il est en train de regarder le paysage, là. Pour moi, c'est tout. En fait, Gérald n'a pas le temps de regarder le paysage. Il travaille dans un pays en guerre. Et aujourd'hui, il s'entraîne car dans 24 heures, le chef d'état-major des armées arrive à Kaboul pour une visite officielle. Gérald et son équipe seront chargés de sa protection. C'est la dernière répétition avant le jour J. La chose qui prime pour nous le plus, c'est la sécurité du chef. L'équipe, après, il faut qu'elle se débrouille toute seule. Le but, c'est rouler, jusqu'à ce qu'on soit en zone sécurisée. Ça arrive un peu plus souvent sur Kaboul, les gars qui se font péter la terrine pour essayer de détruire une autorité, quoi. C'est arrivé il y a 15 jours. Ouais, à peu près. Le lendemain, dès l'aube, les hommes sont en position. Aujourd'hui, on reçoit le SEMA, donc forcément, le chef lui a prévu un programme plus que chargé pour qu'il voit le maximum de personnes. Donc la journée va en effet être relativement chargée. J'imagine qu'une personne comme ça doit être quand même une cible de choix pour les terroristes. Sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul, un dispositif de protection exceptionnel. Des dizaines d'hommes en alerte. Le chef d'état-major des armées, c'est le général Benteja. Cet homme au béret bleu marine. C'est la plus haute autorité militaire française. Et pour tous les soldats français en Afghanistan, cette visite a une grande valeur symbolique. Votre mission, ici, est d'apporter la part de la France à la lutte contre le terrorisme international en essayant de remettre sur pied ce pays qui a été secoué par une longue occupation des talibans et ensuite par la guerre que nous leur avons conduite et qui n'est pas terminée. J'ai été sensible au fait que 2 de vos camarades ici aient été blessés en participant à des opérations de déminage. Je souhaite, à cet égard, que vous n'oubliez jamais, pendant les mois qui vous restent ici, à quel point la situation dans la région de Kaboul est fragile. Jamais vous ne devez baisser la garde. Guillaume, derrière toi en fait, t'as pas mal de camions qui passent, qui veulent passer. Tu leur interdiras l'accès, d'accord? Les 72 heures de la visite du général Benteja se déroulent à un rythme effréné. Le général enchaîne les déplacements en hélicoptère et en convoi de 4x4 blindés. Il doit sillonner le pays pour rencontrer tous les soldats français répartis sur le territoire afghan. Il doit aussi s'entretenir avec les autorités afghanes et avec ses homologues étrangers. Gérald conduit la voiture tampon qui suit celle du général. Pour l'instant, tout va bien, Gérald? Pour l'instant, ça va plutôt bien. De jour comme de nuit, l'équipe de protection ne relâche jamais sa vigilance. Il y a plusieurs raisons au fait qu'on soit obligé de se rapprocher aussi près du véhicule VIP. La première, c'est et la plus importante, je pense, c'est si un véhicule s'approche de trop près, il faut qu'on puisse le taper. Et c'est pour ça qu'on est relativement près. Le taper. Cela signifie que Gérald n'hésiterait pas à entrer en collision avec un véhicule qui s'approcherait de manière suspecte de la voiture du général. Je vais changer, je vais aller avec l'ambassadeur. Pas de problème pour lui. Le dernier matin avant le départ, le général veut se déplacer à pied avec toute son équipe dans Kaboul. Dernière épreuve, et non des moindres, pour des hommes chargés de le protéger. Et c'est le général Benteja lui-même qui fait le bilan. Vous avez pensé, est-ce que ça a été une bonne sécurité pour vous? Ça a été une excellente sécurité et la meilleure preuve, si vous voulez, c'est que je suis complètement entier devant vous. Le rôle de ces commandos parachutistes, c'est important dans l'institution? Oui, le rôle, bien sûr qu'il est important. C'est pour nous, pour moi, c'est ce que je considère comme étant le 2e cercle des forces spéciales. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois un appoint direct pour des missions particulières, pour les unités auxquelles ils appartiennent, et puis ils sont à chaque moment la possibilité pour moi d'une relève, d'un renfort pour nos forces spéciales plus spécifiques.
Le chef d'état-major rentre à Paris satisfait. Pour les GCP, cette mission, nerveusement éprouvante, est une réussite. D'autres vont suivre. À plusieurs milliers de kilomètres, à Carcassonne, la petite Lise et Claire attendent Hugues en Côte d'Ivoire depuis plus de 3 mois. Et il rentre on est quoi? On est le 19, donc dans 1 mois et 1 semaine. Je vais aller chez mes beaux-parents pour le week-end, pour l'histoire de changer un peu d'air. Et j'ai fêté surtout mon anniversaire aussi, avec des copines. Aujourd'hui? Oui, ce soir. Donc ça va faire plaisir, ça va me faire du bien de faire la fête un peu. Voilà, c'est parti. Pour Claire, qui ne travaille pas, le temps semble long. Elle arrive à Montpellier dans la résidence secondaire des parents de Hugues. C'est bon. Tu vas bien? Le général et sa femme sont en vacances. Bonjour. Regarde qui est là. Bonjour. 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 Bonjour les cousines. Ça va? Bonjour mon amour. C'est les petites cousines. Tu fais des bisous à ma Mélie. Mon petit chaton. Tu vas bien? Tu vas bien? Alors? Alors? Non, je pense que c'est important d'essayer de continuer la vie le plus normale possible aussi, et, pour que le temps soit moins long, parce que j'ai pas envie que Hugues, parce qu'il doit le ressentir ça aussi, si je suis pas bien, lui forcément il sera pas bien là-bas non plus. Au même moment, en Côte d'Ivoire, Hugues et son équipe sont appelés dans le village de Goonzania. Des émeutes ont éclaté ce matin dans la population entre 2 groupes ethniques. Des Ivoiriens d'un côté, immigrés du Burkina Faso de l'autre. Une mission difficile pour les commandos parachutistes. Il faut contenir la foule, empêcher la reprise des violences. Et c'est la police de l'ONU qui est chargée de l'enquête. Hugues est au milieu de la foule. La tension est forte. Les Ivoiriens sont très nombreux. Certains sont armés. À tout moment, la situation peut dégénérer. Une deuxième équipe de soldats doit fouiller les maisons pour s'assurer qu'il n'y a pas d'armes cachées dans le village. C'est grâce à leur extrême sang-froid et leur armement impressionnant que les commandos para vont réussir à contenir les manifestants. Au bout de 3 heures, la situation s'est calmée. Les GCP peuvent partir. La police de l'ONU prend le relais. Le même soir, à Montpellier, Claire fête ses 30 ans. Son mari Hugues est loin, mais toute la soirée, Claire ne va parler que de lui. Cette première longue séparation a renforcé leur lien. On est quand même pendant 4 mois séparés, alors c'est difficile des fois aussi, mais je pense qu'on a 100% confiance l'un à l'autre. Il le faut, parce que sinon ça ne marchera pas. Raconte-nous la vérité. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Je me fais chier à fond. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? J'ai fait le coffret de Lost, j'ai fait le coffret de Desperate Housewives. C'est bien. Je vais faire le coffret de Sex and the City. Maintenant, je commence à compter les jours pour qu'ils rentrent. Et puis, on va partir en vacances. Je pense plus qu'à ça, à cette semaine de vacances qu'on va passer au bord de la plage tous les 3. Le lendemain, en Côte d'Ivoire, dans le nord-ouest du pays, Hugues et ses hommes commencent une nouvelle mission. Dans la région, les enlèvements d'enfants se multiplient.
Des groupes incontrôlés terrorisent la population. Les GCP travaillent avec la police de l'ONU. Ils viennent en renfort. Ils sont chargés de recueillir des témoignages sur les enlèvements et de rassurer les villageois. Ils vont traverser des villages supposés abriter des bandes armées. Notre caméra doit rester discrète sur le chemin. Hugues est prudent. On soupçonne des jeunes appartenant à des milices, plus ou moins organisées, et qui soit auraient des activités de coupeurs de route, soit de trafic d'armes, napping ou d'enlèvement. Oui. Sur la route vers le village, Hugues commence l'enquête sur l'enlèvement d'un groupe d'enfants. Bon, c'est moi, je vous dis aussi, parce que bon, moi, j'ai fui. Hein? Parce que bon, tu sais, ces gens, on ne les regarde pas bien aussi. On attend le bruit des balles, mais tout est étouffé. Ils sont descendus, ils ont tiré. Ils ont tiré avec Kalachnikov? Non, le calibre 12. Oui. Hugues veut entendre le chef de village. Bonjour chef. Je suis le lieutenant Hugues. Oh, bon chef. Il y a eu des événements importants ici, hein? Non? Le chef dit que hier, à 3h du matin. C'est pas 8h déjà, oui. Hier à 3h. Hier à 3h du matin, les rebelles sont quittés à Kubli. Oui. Ils sont rentrés dans le village. Très bien. Ils ont pris 12 jeunes. 12 jeunes ici dans le village qu'ils ont emmenés à Kubli. Bonjour, bonjour. Hugues a prévenu des policiers de l'ONU qui arrivent. Il prend les intimes-mottes. Il prend les mottes. On est en train de faire la liste, mon capitaine. On est en train de faire la liste des 12 jeunes qui ont été enlevés. Les deux qui sont revenus là, ils savent où ils ont été. Oui, ils savent. Donc pourquoi ils n'ont pas dit? Non, ils ont dit. Les rebelles les ont gardés dans leur camp. C'est à la mairie, les locaux de la mairie, voilà. Le Kubli. Là-bas, ils les ont gardés. D'accord. Et vraiment un interrogatoire musclé. Qui? Il y a un leader. Hein? Non, non, écoutez, on ne peut pas savoir qui est leader. Est-ce qu'on se comprend? On ne peut pas savoir. Les gens sont entrés, ils sont venus. Mais bon, des hommes qui viennent à la vous êtes là aujourd'hui. La population est effrayée. Elle attend beaucoup de Hugues et de son équipe pour les protéger. Prends soin des villageois. Hein. Prends soin des villageois. Eux, ils vont vraiment vous aider. Mais s'il y a un problème, nous, on sera là. On sera là. D'accord? Ça marche. Vous avez déjà fait notre village? Au revoir. Non. On peut aller ensemble? Oui, oui, bien sûr. Faire la même chose au niveau de notre village? Oui, ben, d'accord. On fait comme ça. On vous suit. Hugues et son équipe vont continuer leur route dans d'autres villages traumatisés par ces enlèvements. On fait du roson et on s'en va. Le même jour à Kaboul, en Afghanistan. Vous montrez une carte? Il n'y a plus qu'une seule voiture qui rentre là. Vous ne sortez pas des armes longues et faut rester discret, donc en fait je pense qu'il faut éviter de sortir des bagnoles quoi. Madame Chirac vient d'arriver. Au cours de sa visite, elle doit se rendre au cimetière pour un hommage aux victimes du terrorisme. Jean-Marie et ses hommes qui ont préparé cet événement sont tous mobilisés. Ça change un petit peu de d'habitude. C'est quand même une mission particulière. Complètement, là on est vraiment assimilé au GSPR. Le GSPR, ce sont les hommes chargés de la protection de la présidence de la République. Ils accompagnent Madame Chirac depuis son départ de Paris. On travaille avec eux sur le même dispositif qu'eux. Et franchement, ça va être une mission très sympa. La délégation se rend maintenant au fameux cimetière, au nom de code Bravo, que Ludovic et Jean-Marie ont repéré pour la visite du soi-disant curé. Une visite sous haute surveillance. Jean-Marie et ses hommes sont sur le qui-vive, à l'intérieur du cimetière et tout autour, pour éviter tout risque d'attaque. En compagnie de la sœur de la victime, Madame Chirac se recueille sur la tombe de la jeune Française, assassinée par les talibans. Puis elle rend hommage aux soldats tombés en Afghanistan. Le ministre des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, l'accompagne. Les risques potentiels, c'est les deux bâtiments à proximité de l'enceinte, donc d'où peuvent arriver des tirs directs, et c'est le mouvement de terrain juste au-dessus qui surplombe le cimetière.
Ouais, Freddy, attention, ça sort. Thank you very much. Thank you. Une demi-heure de visite sous tension mais sans incident. Madame Chirac continue son voyage sous haute surveillance. Le lendemain, une information vient de tomber, un attentat se prépare. Une voiture bourrée d'explosifs doit être lancée contre la base américaine de Bagram. Je vous ai fait venir ce soir pour parler de l'opération qui s'est montée en fin d'après-midi. C'était une opération qui se monte conjointement avec les Américains au nord de notre zone. Elle est baptisée Opération Plaine de Bagram. Depuis quelques jours, vous savez qu'il y a de plus en plus d'attentats, notamment dans le nord de notre zone. L'attentat se prépare à Kaboul et doit avoir lieu à Bagram. Le rôle du bataillon français là-dedans, c'est de renseigner le déplacement du véhicule sur l'axe Motul, d'accord, de façon à transmettre l'information aux Américains qui, eux, feront l'interception. Le véhicule en question, il ressemble à quoi? Voilà, un break de couleur bleu marine. Je vous donnerai les photos tout à l'heure de façon à identifier correctement le véhicule au passage. Le lendemain, dès 6 h du matin, l'opération se met en place. Le lieutenant Wagner et Jean-Marie sont sur le tarmac de l'aéroport. Le système de pression là. Ils vont partir en hélicoptère pour survoler la zone pendant toute la filature. Ils pourront suivre les déplacements de leurs hommes et en bas de la route, les couvrir en cas d'attaque. Kaboul est une ville immense, tentaculaire. Plusieurs axes routiers permettent d'aller de Kaboul à Bagram, en tout 100 km. Il faut couvrir tout le périmètre. Au sol, plusieurs équipes assurent la filature de la voiture piégée. Nous sommes avec Gilles. Le suspect doit sensiblement prendre cet axe-là, principal. Donc c'est la seule sortie nord. Maintenant, nous on connaît une route secondaire qui arrive effectivement sur le grand axe. Bon, pour doubler le coup, on ne sait jamais, éventuellement s'il passerait par là. On préfère se poster qu'à cet endroit-là par mesure de précaution. Ils sont maintenant à 50 km de Kaboul. C'est derrière ce bâtiment, à 400 mètres de la route, qu'ils s'installent à l'abri des regards. Ouais, bon écoute, le mieux ça va être là. Il est 8 h du matin, la planque commence. Équipés de jumelles et de lunettes spéciales à longue portée, ils se préparent à passer de longues heures à observer la route. Mais bon, ça passe vite aussi. Cela fait maintenant 6 heures qu'ils sont en planque. D'après information, l'objectif doit quitter Kaboul à 15 h. Il est seulement 14 heures et malgré le message radio, une voiture en tout point identique à celle qu'ils cherchent passe devant eux. Ils sont surpris. Attends. Vérification immédiate sur la photo. Visiblement, certains détails diffèrent. La voiture s'arrête sur le bas-côté, 600 mètres plus loin. Je vois pas l'intérêt d'avoir posé la bagnole là-bas pour traverser jusqu'au poste de police derrière. Au lieu d'y aller directement, tu vois. 40, je vois. Est-ce que tu devines le béquet à l'arrière? Les feux, ils sont bons, tu vois, les feux orange-rouge. Ouais. La plaque, ça correspond plus ou moins. Ils sont trop loin pour lire la plaque distinctement, ils ont des doutes. Je vous appelle pour ça parce que le véhicule, au lieu de rentrer directement dans le parking en face, ils ont laissé la bagnole au bord de la route comme ça. Au passage d'un convoi américain, le véhicule fait demi-tour. Juste à ce moment-là, un appel de la base confirme que la voiture suspecte vient de quitter Kaboul. Le véhicule qu'ils viennent de voir était une fausse piste. Le véhicule suspect vient de passer à ma hauteur. La voiture piégée, c'est celle-ci. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est suivant. Oui, c'est Gilou, donc le véhicule suspect vient de passer à ma hauteur. Donc c'est conforme à la photo. Donc il vient de passer là vers le nord, donc il n'y a pas de problème. Il roule là tout à l'heure. Et on reste en chouffe là. On continue à observer au cas où il ferait demi-tour. Fin de mission pour Gilles, l'attentat n'aura pas lieu. Ça y est, la mission est terminée, donc ils ont intercepté le véhicule suspect à quelques kilomètres plus au nord. C'est quand même une satisfaction personnelle
d'en arriver là en fait. Donc le suspect a été arrêté, l'essentiel est là. Les Français ont rempli leur mission, les Américains ont pris le relais. Salam. Bon ben c'est bon, on peut décrocher. Ce sont les dernières journées de mission pour Gilles, Jean-Marie, Ludovic et les autres. Après 5 mois et demi passés loin de leur famille en Afghanistan, pour eux, le retour en France est proche. À Tarbes, nous retrouvons Gérald qui vient de rentrer d'Afghanistan. Dans ses mains, le biberon de Margot, sa petite fille de 6 semaines. Et là, je suis perdu. Il découvre sa nouvelle mission de père de famille. Faut pas me parler là. Ah non mais j'ai pas pu compter et parler. Quand je suis parti, on était 2, maintenant on est 3, donc c'est sûr que la différence elle y est, ça c'est sûr. L'accouchement, qu'il n'ait pas été là, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, je crois que ça m'a pas perturbée. Mais c'est la première nuit a été vachement dure. Et c'est vachement émouvant encore. Ça monte de suite. Je pense que s'il avait été là, ça aurait été moins dur. Est-ce que tu lui en as voulu un petit peu? Non. Non, pas. Je m'en suis voulu à moi parce que je pensais que j'y arriverais. Mais non. Qui m'a beaucoup frustré. Et je pense que c'est normal. J'ai reçu beaucoup de photos avec, même si c'est des gens de ma famille, avec Margot qui se faisait porter par mes parents, par sa sœur. Ben, ça c'est frustrant de se dire, elle va passer dans tous les bras, avant de passer dans ceux de son père. Ça m'a fait un peu mal. C'est sûr que maintenant, il faut faire... elle a besoin de nous, quoi. On n'est plus tout seul. Donc il faut faire gaffe, encore plus. Hugues est sur la route de Carcassonne. Il rentre de Côte d'Ivoire. Après 4 mois et demi d'absence, on a envie de revoir les siens. Dans quelques heures, le soldat va retrouver sa femme Claire et leur petite fille Lise, qui n'en peuvent plus d'impatience. Là, dans quelques heures, il arrive. Je crois qu'elle est très énervée. Elle doit sentir que je suis énervée. Elle a rien mangé. Il y a le sac de Gwen à prendre, hein, les gars. Ah bon. Non, je redoute moins avec ma femme. Je pense plus avec ma fille. T'as peur qu'elle te reconnaisse pas? Ouais, j'ai peur qu'elle ne me reconnaisse pas. Mais enfin, on va voir. C'est parti. On va voir. Là, j'attends Hugues et je tiens plus en place. J'en ai trop marre là, il faut qu'il arrive. T'as un peu le trac? Ouais, super le trac, ouais. Là, je suis à 200 à l'heure. Hein? On est à 200 à l'heure, hein? On est à 200 à l'heure, oui. Papa, il va arriver. Tu veux qu'on le rejoigne? Hein? Oui? On va le rejoindre. Je sais pas par où il va sortir, hein? Ça y est, le moment est arrivé. Oh la mère. Alors, Lise. Alors. Papa? Salut mon amour. Ça va? Ouais. Ça y est. Bronzé. Alors? C'est qui ça? Un pisse. C'est papa? Alors? Oh oui, c'est papa. Oui. Tu fais un bisou? Kuss? Fais un kuss.
Oh. C'est bon. Oh, c'est bon. Tu récupères la... Oh mon bébé. Oh, c'est une petite chose. Alors elle attend ça aussi depuis des mois de te faire un câlin. Ma puce. Hein? Elle était surprise. Hein? Elle était surprise. Mon bébé, c'est magnifique. Ouais. J'ai envie de monter derrière. Bah oui, vas-y. Avec elle. Bah, je monterai derrière, j'ai pas envie de la quitter donc je vais en profiter jusqu'au bout. C'est le bonheur? Ouais. Ça y est. Bon. On peut pas vous suivre là? Non. Ce matin, Ludovic quitte l'Afghanistan après 5 mois et demi de mission. Pas les cheveux, hein. C'est long à sécher. Chez lui en France, sa femme Magali l'attend. Pour Manon et Gabin, leurs enfants, de 6 et 3 ans, ces dernières heures sont interminables. J'ai dit c'est soirée pizza ce soir? Ah ouais, pizza. Maman n'a pas envie de s'embêter ce soir. Pourquoi vous avez envie de vous embêter ce soir? Pourquoi? Parce que j'ai l'esprit occupé ailleurs et si je me mets dans la cuisine, ça va être la catastrophe, je pense, le dîner. Perturbé un peu? Un petit peu, ouais. Ça boue à l'intérieur. Pourquoi? Mais je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, c'est le grand jour. Papa rentre au bout de 5 mois et demi. Hein, les enfants? Oui. Et c'est dimanche et papa il va rentrer dimanche. Dimanche, c'est ouais. Ça y est, c'est le grand jour alors. Il était où papa? Papa. En Afghanistan. En Afghanistan. Il était où papa, Gabin? Toi, tu sais bien le dire, toi. Ah, Kaboul. On est parti hier matin de Kaboul et ce matin du Tadjikistan. Ça fait à peu près 8 heures d'avion et 8 heures de bus. C'est long, on a hâte d'arriver. Bah ouais, parce qu'en fait on attend, la mission elle est terminée et on pense à la famille. Ça fait 16 heures de voyage pour donc on se remémore la mission, mais la priorité après c'est la famille. Et, donc on a 16 heures d'attente et on pense à ce moment-là quoi. Content d'être arrivé? Ouais. Ah ouais. Allô Mag? Oui, c'est moi. Donc on est arrivé à table. Ils dorment les enfants? Non, ils dorment pas. T'inquiète pas. Ils t'attendent dans tous les cas, vivement que tu rentres parce qu'ils sont excités comme des puces là. Il est temps que t'arrives. Chut, chut, papa il arrive. Mais non, mais t'inquiète pas. Je suis là dans une demi-heure, je suis à la maison. Et on fait quoi? On passe Attends, t'as attendu 5 mois et demi, tu peux bien attendre une demi-heure. 5 mois et demi, une demi-heure, c'est rien. D'accord? Je te fais des gros bisous, puis je te dis à tout de suite. Ok? Je t'embrasse. À tout de suite. Tu te parfumes un peu. Ouais, ça fait 24 heures que je suis en voyage. Ça fait... Oh là là, mettre de vitesse. Je vais couper la lumière. Ça fait 24 heures que je suis en voyage, donc si je veux que mes enfants m'embrassent un minimum. Comment on sent là? Comment on se sent là? Bah, c'est le grand moment attendu, 5 mois et demi de mission. Et puis bah là c'est la récompense quoi. C'est la récompense. Moi pour être honnête, là j'ai le palpitant qui est en train de monter, un truc de fou. Donc ouais c'est normal. C'est normal.
Voilà, part par la façade. C'est moi. Bonjour ma puce. Ça va Mamie? Oui. Oh. Oui. Je sais pas. Quelle planète il est, lui? Il est, c'est papa, j'adore. Ça y est, t'es rentré. Ça y est, maintenant regarde papa. Merci. Ça saute, puis ça saute. Qu'est-ce qui saute? Qu'est-ce qui saute? Oh, La lumière, elle a sauté. Oh. Attends, papa rentre, hein. On n'a plus de lumière, voilà. Tous les jours. Tous les jours. Merci. Est-ce que tu trouves changer Oh, elle a grandi, hein. Ah ouais? Oh, ouais. Elle a grandi, elle a grossi. Elle mange bien, mais c'est Pareil, lui, c'est pareil. C'est vachement affiné. Ouais. Bah, 5 mois et demi, je veux dire, c'est pratiquement la moitié d'une année, quoi. C'est le cadeau, quoi. Il n'y a pas de mots, je veux dire, c'est. Maintenant, ça y est, papa est revenu. T'es contente? Ouais, elle espérait. C'est le cadeau, quoi. C'est pour eux que je fais ça aussi.